Ne prenons pas le train, le car, le bus, le minibus, le taxi, la voiture solo ou partagée, le vélo, la trottinette ou le chemin piétonnier. Embarquons-nous dans la chaîne de la bataille pour la mobilité courante. C'est une utopie parce qu'on ne l'aura pas du jour au lendemain. C'est concret, tout le monde comprend ce qu'on veut. L'objectif est affiché. Ce sera le travail du Club national pour la mobilité courante dont on peut considérer ce colloque comme le coup d'envoi. C'est un travail de tous les jours. Il a réussi à mettre toutes tendances politiques, les femmes et les hommes, les acteurs du transport, autour de la mobilité et du transport de A à Z, que ce soit en bus, en car, en vélo ou en halotique. Pour notre règlement intérieur de l'agglomération, il a réussi à nous faire travailler de concert. La création du SMTCO, dont la région est membre depuis son origine, a permis un pas décisif vers une réelle intermodalité. Pourquoi la mobilité? Parce que dans ce département, nos habitants parcourent en moyenne 28 km tous les jours pour se rendre sur leur lieu de travail, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Alors, vous voyez, ici, dans l'Oise, on n'a pas eu besoin de révolution, de réforme, pour que des élus intelligents, au service de l'intérêt général, puissent construire des outils qui répondent aux problématiques de l'heure. Nous sommes très engagés également dans des structures fédératives à l'échelle nationale. Je voudrais citer les pôles de compétitivité, notamment le pôle de compétitivité e-trans dont nous sommes membres, le pôle de compétitivité Mouveo dont nous sommes également membres, donc vous voyez, transport ferroviaire et transport au sens large, dans l'Institut de recherche technologique Rélenium pour les transports ferroviaires, dans laquelle on apporte une compétence de certification virtuelle. Le temps est venu des fiches actions et de politiques communes des autorités organisatrices de transport. Monsieur le Président Bullard, il en est bien conscient. Les AOT le font très bien pour leur propre maillon. Mais il faut aussi qu'elles coopèrent de manière étroite et constante. Et là, ce n'est pas toujours obtenu. Et pour décider ensemble, il faut des structures de collaboration. Nous, au département de l'Oise, on était en avance, on était prêts. Constater ensemble, c'est bien. Tenter de remédier au grippage en créant de nouvelles offres, souvent locales, c'est mieux. C'est bien ce que tu fais, François. C'est bien parce qu'il met en place la visibilité d'une chaîne. Cette chaîne-là, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, elle est fonction effectivement du maillon le plus faible et on peut admettre dans la démarche qu'il puisse y avoir un véhicule particulier. C'est que dans la société, il y a des gens qui disent puisqu'on est gêné par les embouteillages, limitons les déplacements. Je suis contre cette approche. Je dis, c'est un droit social. Il y a des gens qui pensent que tout doit être simple. C'est pas vrai, c'est faux. La complexité est nécessaire. Et elle est renforcée par un point qui est l'échange entre les gens. Les entreprises étaient verticales. Elles sont aujourd'hui horizontales. Elles travaillent continuellement en coopération. Et donc ce que propose François Ferrieux, c'est exactement ce modèle. Il dit on travaille en coopération entre la région, le département, l'agglo. Et il a créé un syndicat mixte type SRU qui est, disons, une génération avancée de ce type de syndicat. Moi, je prêchais dans un rapport, effectivement, au Sénat pour la généralisation de ces syndicats. En France, il existe plus de 400 autorités organisatrices de transport, plus quelques syndicats mixtes du type SMTCO, et donc 400 organes de décision indépendants et autonomes. Ça veut dire plus de 400 occasions de proposer des systèmes de transport différents. Pour arriver à cette mobilité courante, premièrement, il faut travailler sur la tarification intermodale, les tarifs combinés, les tarifs intégrés. Il faut travailler sur la billettique. Elle doit devenir un véritable outil au service d'une politique de déplacement. L'information voyageur est bien évidemment la porte d'entrée du système de transport. Il y a aussi des autocars qui sont là, prêts à offrir une alternative à la mobilité voiture en solo. Il y a une urgence sociale, il y a aussi une urgence économique.
à ouvrir ce mode-là dans le cadre de cette mobilité que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire une mobilité courante, la mobilité du quotidien, une mobilité abordable. Quand même, je me réjouis beaucoup, moi, de cette formulation que François a apportée, de la mobilité courante. Je m'en réjouis parce que c'est précisément pas seulement un concept, mais un concept d'action. Nous avons besoin vraiment de visions nouvelles, de concepts nouveaux, d'utopies nouvelles, et nous avons besoin d'articuler ça avec l'action. Chaque année, nous décidons d'un thème d'une politique publique et nous sillonnons le département à travers différents forums, différentes réunions, afin d'élaborer cette politique publique. Et en effet, en 2013, le choix a été fait de la mobilité. Et nous avons adopté, à la fin de ces consultations, un schéma que nous avons appelé liberté, mobilité. Et là-dessus aussi, un bon exemple à citer, qui est celui du carrefour de mobilité à Grenoble. Ce qu'on a créé, c'est une réflexion commune avec une méthode de travail tout à fait innovante de co-construction avec les usagers, de manière à la fois itérative et expérimentale, dans lequel on a testé différentes méthodes pour favoriser les liens entre ces différents modes. Il s'agit de partir de l'individu, dont on sait effectivement que pour le même trajet, il sera un jour utilisateur de sa voiture, d'une voiture partagée, du train, du métro, du bus, et qu'éventuellement, dans la journée, il va changer effectivement d'un mode à l'autre. Il faut sortir d'un raisonnement qui était soit avec des cloisonnements administratifs, soit avec des cloisonnements par mode. Quand on est en train de préparer 200 nouveaux kilomètres de métro, avec 72 gares, qui devront être utilisés par 1,5 million, on va dire, de voyageurs par jour, on est obligé de penser à la façon dont tout ça, non seulement va s'interconnecter avec le réseau existant, mais dont ce sera utilisé dans 10, 15 ou 20 ans, pas forcément aux mêmes heures qu'aujourd'hui, pas forcément de la même manière, pas forcément par les mêmes personnes. Mais je voudrais dire qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Lorsque l'on entend encore qu'il existe des lignes interurbaines pénétrantes dans des réseaux urbains et qui sont obligés de continuer à travailler porte fermée, je me dis là, on a quand même beaucoup de travail pour faire améliorer la mobilité courante. Arrêtez de dire l'autocar, c'est vieux, ça pue et ça fume. Non. L'autocar était, je le rappelle, climatisé avant les trains. Aujourd'hui, chez Réunir, on a une marque qui s'appelle Starshipper. On est positionné sur une ligne internationale parce qu'on n'a pas encore le droit de faire de lignes interrégionales. Le véhicule qui s'appelle Starshipper, il est dans le cahier des charges de Réunir. Il doit être équipé avec des pas de siège définis. Il y a le Wi-Fi à bord. Il y a la prise de courant. Pour SNCF, l'avenir, c'est le porte-à-porte. Monsieur Amor parlait du TPI, qui n'est plus un transport collectif, ni un transport individuel. Il n'y a plus de frontières. Le porte-à-porte, c'est le déplacement sans frontières. C'est la mobilité courante. Notre système a été conçu nativement pour être interopérable en Picardie. C'est-à-dire sur toute la Picardie, les 3 départements, toutes les agglos, tout le monde a signé une charte pour commencer. Ça, c'était à l'initiative de la région Picardie. Dès 2009, on avait bâti tous une charte d'intermodalité, à la fois information voyageur et billettique, de façon à ce que chacun réserve bien, dans tout le référentiel, des zones pour que sur la carte à puce, il n'y ait pas de mélange de genre, mais qu'on puisse avoir aussi une zone pour les titres intermodaux. Donc c'est le premier et sans doute un des gros avantages déjà au départ d'un système d'information multimodal, c'est que ça force à structurer la donnée. La co-construction, ça veut dire que les usagers sont associés à tous les niveaux, et y compris, moi je peux rêver, que les usagers soient associés aux urbanistes et aux architectes sur les gares. Pour finir, je dirais que le vélo est un ingrédient capital de la mobilité courante. Pour moi, c'est le maillon à tâche rapide sur la chaîne de l'intermodalité. Nous, on souhaite rester acteurs de notre mobilité. Je crois que dans cela, on est dans le sens de l'histoire. Et on ne fera qu'avec l'aide de transports en commun performants. On a fait aussi un GPS intermodal, temps réel,
à Lyon, qui combine tous les modes de transport. Donc on a les trains en temps réel, c'est pas une mince affaire, donc les données de la SNCF en temps réel, les données de covoiturage, les données des vélos, des remplissages des vélos en temps réel, les données du trafic routier en temps réel, du remplissage de parking en temps réel, les données de tous les transports en commun, de TCL en temps réel. On vient les combiner, donc la difficulté c'est vraiment de les combiner. On les combine pour en produire une base de données temps réel qui crée un calculateur d'itinéraire temps réel. La forme de coopération institutionnalisée la plus ambitieuse aujourd'hui vis-à-vis de l'intermodalité et puis de la coopération entre organisatrices, c'est bien le syndicat mixte SRU. Donc on peut rappeler rapidement les compétences obligatoires de ces syndicats. Hein. C'est la coordination des réseaux, l'information et la tarification intégrée. Et puis, il y a le fait qu'ils peuvent prélever un versement transport additionnel. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils avaient vraiment joué un rôle de facilitateur de projets intermodaux, que dans tous les cas, ils avaient permis d'améliorer la desserte périurbaine. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis, s'ils sont pas encore allés vers de l'intégration tarifaire, ils ont quand même contribué à améliorer l'intégration des politiques publiques en matière de transport. Ce qui est intéressant, c'est les gens. Autrement dit, quelle gouvernance pour les gens, pour les usagers de la mobilité. Alors déjà, au sein du syndicat mixte, il y a quand même une règle à Toulouse, c'est que la politique politicienne est en dehors. Hein. C'est-à-dire qu'on parle de transport, les débats sont en dehors s'il doit y en avoir sur un terrain plus politicien. Donc déjà, ça veut dire que historiquement, il y a toujours eu ce climat de travail constructif pour développer le système, le gérer. Alors évidemment, si demain, il y a uniquement la région et plus le département, ça fait qu'un interlocuteur, donc c'est un peu plus simple. Moi, ce qui m'interpelle, en plus d'avoir la compétence, c'est quelles ressources on va avoir. Quand on sait que les dotations d'État aujourd'hui diminuent, hein, et que les régions, bien sûr, en pâtissent, et que les régions ne lèvent plus l'impôt. Le club pour la mobilité courante, dont ce colloque est un peu le coup d'envoi, va rassembler qui ? Tout le monde de la mobilité. C'est-à-dire, vous tous présents, plus des dizaines de milliers d'autres, j'espère, j'exagère. Hein. Bon, il faut des gens qui acceptent de réfléchir, oui, d'agir, ou de réfléchir en agissant, comme je disais ce matin, sur les conditions qui ont été pour certaines esquissées, qui sont un petit peu amorcées dans l'Oise, un petit peu aussi dans d'autres, il n'y en a pas que nous, dans d'autres endroits, mais qui nécessitent encore un immense travail.